Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Fabula Ioris. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être bien entouré, avec des invités que vous connaissez déjà normalement. Moi je m'appelle Diego Teles da Silva, hein, je pense que vous commencez à me connaître, mais je laisse donc mes invités se présenter. D'abord Mathilde. Alors, je suis Mathilde Kamal-Girard, je suis maîtresse de conférences à l'Université de Guyane. Et moi, je suis Guillaume Bartolotti, je suis docteur en droit et spécialisé en histoire du droit et en droit romain. Voilà. Pourquoi j'ai deux invités aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on va aborder un sujet qui mérite plusieurs points de vue, en tout cas plusieurs regards différents, parce que c'est un sujet assez riche. Alors, comme nous l'avons présenté, hein, aujourd'hui, on va parler des interdits universels. Il faut savoir que, au-delà du droit français, chaque État, chaque pays, chaque culture a sa propre perception de ce qui est possible ou de ce qui n'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur ce qui est un interdit universel. D'habitude, on est souvent d'accord entre juristes pour dire qu'il y a un interdit universel qui touche quasiment toutes les cultures, hein, c'est l'inceste. Il y a des exceptions, bien sûr, des tribus, des petits coins un peu plus isolés du monde où l'inceste est toléré, voire encouragé. Mais d'habitude, on considère que c'est un véritable interdit universel. Le parricide peut être considéré aussi comme un interdit universel, en tout cas en Occident, mais la question est beaucoup plus compliquée. Et vous allez voir aujourd'hui que même si le parricide est un sujet délicat à traiter, ce n'est pas tout à fait un interdit universel. Alors pourquoi parler de parricide? Tout simplement parce que c'est un sujet assez riche. C'est un sujet qui touche à la religion, à la morale, au droit, à la sociologie, et il a des implications parfois assez fortes sur la société. C'est vrai qu'en Occident, et vous allez voir d'autres points de vue aujourd'hui, en Occident, c'est un sujet qui est récurrent. Alors, je pense que du point de vue de la mythologie, vous connaissez sans doute l'histoire, hein, Oedipe, qui tue pour le coup par inadvertance son père et qui se marie avec sa mère. Premier cas. Mais Zeus aussi, il acquiert son indépendance, il s'émancipe en fait en tuant son père, Chronos. Donc là aussi, deux histoires finalement de libération par la mort du père. Ça a inspiré Freud dans la psychanalyse, qui montre que, enfin, selon lui en tout cas, même si ces théories ont été longuement débattues ces dernières années, nous avons tous un complexe d'Oedipe en tant qu'enfant. On veut la place du père pour le remplacer auprès de la mère. Là aussi, c'est quelque chose de très répandu que vous connaissez sans doute. Au-delà de ça, dans la littérature aussi, hein, vous connaissez Jules César, tué par son fils adoptif, Brutus. Vous connaissez aussi peut-être Dostoïevski, Les Frères Karamazov. C'est un roman gigantesque de 800 pages sur un procès en fait, autour d'un parricide. Donc c'est vrai que c'est un sujet, en Occident en tout cas, qui est récurrent. Par contre, est-ce que c'est le cas dans toutes les civilisations? Est-ce que c'est le cas dans toutes les cultures? Avant qu'on puisse vraiment aborder cette question, il faut s'intéresser à l'étymologie du mot. On parle rarement de matricide, hein, donc tuer la mère, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Par contre, de parricide, le concept est assez riche et surtout il a une évolution assez intéressante. Et du coup, Guillaume va nous présenter l'étymologie du mot et comment elle a évolué du droit romain jusqu'à aujourd'hui en France. Alors effectivement, Diego, tu as raison, il y a plusieurs aspects dont il faut tenir compte pour parler du parricide, mais avant de voir ces aspects, il faut savoir quel est le sens du mot, quelle est l'étymologie du mot. Et quand on regarde aujourd'hui le mot parricide, d'abord on peut se demander quel sens ça a, un sens qui est assez réduit. Si on regarde par exemple le code pénal, l'article 221-4, c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire c'est la perpétuité qui est encourue si l'on pratique en fait le meurtre sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur un ascendant adoptif. Donc si on tue son père adoptif, par exemple, c'est considéré aussi, ou sa mère, comme un parricide. Simplement, si on regarde l'histoire, en fait, on voit qu'il y a une évolution un petit peu particulière qui va du sens le plus large vers le sens le plus restreint qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend par exemple Rome, hein, puisque tout commence pour l'étymologie à Rome, avec le mot latin parricidium, parricide, on voit d'abord que, alors les étymologistes latins relient ça au père et aux parents, de manière générale. Si on prend les sources maintenant, comme Festus, par exemple, qui est un grammairien romain du IIe siècle de notre ère, lui se réfère à l'époque archaïque et à celle de Numa Pompilius, c'est-à-dire le deuxième roi de Rome, et il se réfère à une formule en fait qu'on retrouve à l'époque, qui est que si quelqu'un tue un homme libre,
qu'il soit parricide, qu'il soit déclaré parricide, parricidas esto, dit la formule en latin. Donc on comprend quoi? On comprend que le premier sens en fait, du mot parricide se confond avec une autre notion qu'on connaît bien aujourd'hui encore dans le droit pénal, et qui est celle d'homicide, qui est celle de donc une notion très large qui se confond avec le meurtre. Donc dans l'époque archaïque, on a cette vision-là très large. Et progressivement, alors selon des moyens en fait, malheureusement qu'on ne connaît pas bien parce qu'on manque de sources sur le sujet, le sens va se restreindre jusqu'à un sens qui est toujours plus large que celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est tout de même plus réduit, qui se limite à l'ambiance, au contexte familial, puisque on a une loi en fait, qui est prise à la fin de la République romaine, en 55 ou en 52, la datation varie en fonction du point de vue qu'on adopte. La Lex Pompeia, qui a été prise par le fameux Pompée le Grand, le rival de César, pendant son consulat, et qui en fait dresse une liste de tous les cas qui sont susceptibles de tomber sous cette incrimination de parricide à Rome. Et donc on a toute une liste que je peux vous exposer rapidement. Il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les collatéraux, il y a les oncles et tantes, il y a les cousins, cousines, maris, femmes, les personnes qui sont liées par alliance, c'est-à-dire belle-mère, gendre, belle-fille, et puis aussi le patron ou la patronne, c'est-à-dire les anciens maîtres des esclaves affranchis. Donc on a une liste en fait qui se réfère à la familia dans un sens étendu à Rome. Simplement, il est difficile d'expliquer comment on est passé de l'homicide à ce sens-là, parce qu'encore une fois, on manque de sources. Mais on a ce passage-là, mais qui est toujours assez large à la fin de la République romaine. Et c'est à partir de cette parenté élargie que le droit va réfléchir. Si on prend les compilations de Justinien au VIe siècle, en fait, cette liste va demeurer inaltérée. On retrouve en fait cette même liste qui est susceptible de frapper la personne de parricide. Et dans l'Occident, finalement, médiéval, on retrouve aussi la même réflexion. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec l'imprégnation du droit romain sur cette liste-là. Et donc, à partir de quel moment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir sur des données plus restreintes, plus précises? Eh bien, c'est relativement tardif, c'est relativement récent finalement comme période, puisque ça date du XVIIIe en réalité. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on a les juristes qui commencent à dresser une liste plus restreinte, les juristes d'Ancien Régime, plus restreinte, qui se réfère non plus, par exemple, aux descendants ou aux collatéraux, etc., mais seulement aux ascendants. Et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve dans le code pénal de Napoléon de 1810, puisque le code, dans son article 289, dit, et puis j'en termine par là, parce que vous allez voir, il y a un parallélisme en fait avec l'époque actuelle, c'est le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. Donc en fait, on en revient à une formulation beaucoup plus restreinte, mais qui rappelle beaucoup celle du code pénal de 1994, en réalité. Alors, ce qui est intéressant déjà dans ces remarques très riches sur l'étymologie, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a toujours réfléchi le parricide comme le meurtre des ascendants, que ce soit le père ou la mère. C'est pour ça qu'on ne parle pas de matricide vraiment. Le parricide englobe en fait le meurtre des ascendants. Et pas que des ascendants, on va dire, biologiques, mais aussi adoptifs ou avec lesquels on a un lien, on va dire, de parenté de fait. C'est important en droit aujourd'hui, en droit civil en particulier, si vous étudiez la question, les liens de sang sont tout aussi importants que les liens de fait, en fait. L'inceste est aussi une question qui apparaît là-dessus. Est-ce que c'est de l'inceste alors que ce n'est pas mon père biologique? S'il y a une relation père-fille ou père-fils, c'est aussi considéré comme de l'inceste. Donc, il faut oublier ces questions de liens de sang. Les liens de fait sont aussi importants. Après, bon, on voit quand même que c'est quelque chose de relativement grave, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas censé arriver. Lorsque ça arrive, c'est un choc pour la société. Est-ce que c'est le cas dans toutes les civilisations, Mathilde? Alors non, pour ce à quoi j'ai pu m'intéresser particulièrement, à savoir l'Inde, c'est en fait tout l'inverse, puisque le parricide reste finalement un meurtre comme les autres. Alors ça, c'est parce que, à mon avis, l'imaginaire indien, et plus particulièrement l'imaginaire hindou, s'est construit tout à fait différemment. On parlait d'Oedipe au tout début de la présentation. La mythologie hindoue
n'a pas de mythe qui se rapproche de l'Oedipe. Ça n'existe pas dans l'imaginaire hindou. Ce que l'on pourrait rapprocher le plus de ce mythe d'Oedipe, ça serait un Oedipe inversé, à savoir un filicide. Et c'est peut-être un mythe que vous connaissez, c'est celui de Ganesha, le dieu à la tête d'éléphant. Alors, pourquoi est-ce que Ganesh il a une tête d'éléphant ? Ganesh, c'est le fils de Parvati. Parvati, c'est la femme de Shiva. Et Shiva est parti à la guerre. Parvati est seule et elle a envie d'avoir un fils. Elle se nettoie le corps et avec sa saleté, elle se crée un fils qui a une tête humaine à ce moment-là. Et elle demande à ce fils, qui est désigné tout le long de l'histoire comme fils de Parvati, de garder la porte de ses appartements le temps que Shiva revienne de la guerre. Et Ganesh obéit. Et obéissant, il se fâche avec Shiva qui arrive, puisqu'elle dit « Surtout, tu ne laisses entrer personne ». Donc lui, il prend les choses au pied de la lettre, et il se fait couper la tête. Et finalement, pour que les choses reviennent dans l'ordre, eh bien, on met sur les conseils de Brahma la tête d'un éléphant sur le corps du fils de Parvati. Et là, ça devient très intéressant, c'est à partir du moment où Shiva place la tête sur le corps de ce jeune homme, que ce jeune homme est désigné à la fois comme le fils de Parvati et comme le fils de Shiva. Donc on a une configuration qui est tout à fait différente dans la mythologie indienne. Et ici, les anthropologues ne sont pas d'accord. Là, c'est l'anthropologie qui prend le relais. Certains anthropologues nous disent qu'il n'y a pas du tout d'Oedipe dans la mythologie indienne. Il y en a d'autres qui disent le filicide, c'est un Oedipe inversé. Et il y a une troisième voie qui est de dire tout cela, finalement, il ne faudrait pas prendre les choses dans une logique binaire, mais dire on est dans différents cas de rivalité générationnelle. Et ici, finalement, on serait dans une rivalité générationnelle d'un type un peu particulier, mais qui n'a pas le symbolisme aussi fort qu'il a en Occident, et qui expliquerait que le parricide, finalement, ne soit pas traité de façon particulière. Ce n'est pas une circonstance aggravante dans le code pénal indien. C'est vrai que la mythologie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a un impact très fort sur la société, sur la manière dont les choses se créent. Et le mythe d'Oedipe est devenu fondateur, en fait, pour notre société. Et c'est pas qu'une question de psychanalyse, c'est aussi dans les rapports père-fils, indépendamment de ce qu'on pense, il y a souvent cette rivalité d'être le plus fort, de le dépasser. Bon, parfois c'est sain, c'est le père qui souhaite que son fils le dépasse parce qu'il y a cette volonté de transmettre quelque chose et de perfectionner certaines aptitudes, certaines compétences. C'est comme le rapport maître et élève. Mais en filigrane, on retrouve aussi cette rivalité, cette volonté de le dépasser. Alors, pas forcément de prendre sa place, mais d'être meilleur. Sur les bons, sur les mauvais côtés. Donc, et le mythe d'Oedipe y est pour beaucoup, sachant que, encore une fois, contrairement à d'autres histoires où le fils tue le père pour le remplacer volontairement, Oedipe le fait par inadvertance. C'est sur le chemin vers Thèbes où il tue son père sans savoir que c'est son père. Donc, c'est à prendre en compte. Après, je reste avec Mathilde pour une question supplémentaire. C'est une dimension religieuse. Le parricide, c'est vrai que si on prend le christianisme qui est largement répandu en Occident, les 10 commandements prévoient les choses de manière assez simple. D'ailleurs, on a eu un débat tout à l'heure là-dessus. On dit « tu ne tueras point ». C'est assez basique, ça a le mérite d'être catégorique, il ne faut pas tuer. Par contre, on ne dit pas il ne faut pas tuer son père, il ne faut pas tuer sa mère. Ça n'a pas, a priori, de conséquences aggravantes. Bon, évidemment, il y a un autre commandement qui dit qu'il faut honorer son père et sa mère, donc on peut déduire que les tuer, ce n'est pas une bonne chose en tout cas, mais il n'y a pas de commandement biblique express en disant il ne faut pas tuer son père, sa mère. Sachant qu'il y a des histoires dans la Bible où ça arrive, des filicides ou des parricides. Par contre, Mathilde disait, dans la mythologie hindoue, et ça se reflète dans le droit hindou, ce n'est pas aggravant. Ça reste un meurtre, donc c'est grave pour une société de prendre la vie de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas aggravant. Par contre, tu nous disais en off que dans le bouddhisme, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Non. Et le bouddhisme est très présent en Inde, donc quelle est la perception du bouddhisme, justement, par rapport au parricide ? Alors, ce qui est tout à fait
intéressant, c'est que dans une même aire géographique, qui est l'ère géographique de l'Inde, on a une religion qui domine, hein, c'est l'hindouisme, et puis on a d'autres religions qui coexistent. Et parmi ces religions, on a le bouddhisme. Et le bouddhisme a son fond mythologique propre. Et une des histoires du bouddhisme met en scène justement eh bien, une forme de Deep. Alors là, pour le coup, le personnage principal, il tue volontairement, hein, son père. Et on retrouve aussi l'élément incestueux du mythe de Deep, à savoir que c'est pour finalement avoir la mère pour lui. Et on se rend compte que dans les constitutions d'abord monastiques, bouddhistes, on va considérer comme faisant partie des crimes principaux, des crimes abominables, le fait de tuer son père ou sa mère ou un saint, etc. Et on remarque que dans tous les États dont le bouddhisme est une forme religieuse principale, alors parfois accompagnée du confucianisme, etc., eh bien, le parricide va être très sévèrement puni. Et ce n'est pas le cas en Inde. Non pas que donc, le bouddhisme n'existe pas, mais finalement, l'hindouisme va un petit peu chapeauter l'ensemble des institutions, puisque la plupart des élites qui sont en Inde sont des élites qui sont hindouistes et non pas bouddhistes. Donc en fait, ça a une implication culturelle. On a cette cohabitation entre deux visions du parricide, hein, et ça va même assez loin, comme tu dis, hein, c'est considéré comme un crime abominable. Mais en Inde, bon, l'hindouisme est tellement majoritaire que cette vision, cette conception du bouddhisme n'a pas d'impact juridique, en fait, au final. C'est ça. Et puis on voit aussi finalement que ce qui joue, ce n'est pas tellement l'organisation de la société en caste, comme on retrouve dans l'histoire de l'Occident, mais c'est surtout des implications religieuses et mythologiques qui jouent à plein dans ce cadre-là, plus que l'organisation même de la société. Parce qu'un mythe, finalement, ça traduit, à mon avis, un point de tension, de réflexion dans une société. Et à partir du moment où, finalement, on a ce point de réflexion, on peut avoir un débat. Mais si un point ne fait pas tension dans une société, finalement, le débat n'émerge pas. Et je pense qu'en Inde, justement, le fait qu'il n'y ait pas de mythe comparable à l'Oedipe fait que ce débat n'a pas émergé. Alors qu'à l'inverse, on va avoir... Par exemple, une pratique typiquement indienne qui est le sacrifice rituel des veuves, les satis, ces femmes qui vont sur le bûcher à la mort de leur époux. On trouve en fait la naissance de cette pratique dans un mythe qui met en avant Shiva et Parvati à nouveau, puisque Shiva est parti faire une ascèse. Parvati, son mari, pour faire simple, lui manque. Elle envoie le dieu de l'amour lui envoyer une flèche. Shiva le brûle et elle se dit, eh bien, moi aussi, je vais faire une ascèse et je vais passer par cette phase aussi à me consumer. Eh bien, on a ce mythe, on a la pratique de la sati, et on remarque que à l'époque où il y a encore la colonisation anglaise, certaines castes et certaines classes vont se revendiquer de cette pratique, tandis que d'autres castes qui sont plus en contact avec les Anglais plus occidentalisés vont la rejeter comme particulièrement barbare. Mais on a un vrai débat de société, et puis on a une évolution des pratiques, puisqu'on va chercher à interdire la sati et prendre des dispositions spécifiques pour l'empêcher. Alors que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de débat de société pour condamner le parricide, en fait. Hein. Il y a un débat de société sur d'autres questions, hein, qui peuvent être considérées comme barbares ou en tout cas incompatibles avec le monde d'aujourd'hui. Mais encore maintenant, le parricide ne fait pas l'objet d'une quelconque condamnation, on va dire, morale supplémentaire, comme on peut avoir chez nous. Je commentais tout à l'heure une décision, alors ça ne concerne pas le parricide, mais le filicide. Récemment, il y a eu la condamnation d'un homme en appel, d'ailleurs avec une aggravation de la peine en appel, un homme qui a tué son fils pour une histoire de pipi au lit, hein, en plus. Et non seulement c'est choquant pour la société, mais ça crée un véritable débat sur les punitions corporelles, sur l'éducation. Et c'est vrai que
si on tue un parent ou un enfant, bah, ça crée toujours un émoi très important dans notre société, hein. Et on parle souvent d'Occident, en fait, et d'Oedipe, mais c'est vrai que pour faire le lien avec un pays asiatique, où justement le bouddhisme et le confucianisme sont très présents, avec le shintoïsme, c'est le Japon. Au Japon, c'est inadmissible, inconcevable de tuer un ascendant. Parce que là, pour le coup, on est très proche de la pensée romaine, hein. Le système romain, oui. Les ancêtres sont le fondement même de la société. Sans les ancêtres, il n'y a rien. Donc, c'est le mos maiorum, hein, on leur doit beaucoup. Donc, ce respect, voire cette révérence qu'on a pour les ancêtres, propre au bouddhisme et au confucianisme, font que c'est intolérable. Et il y a une condamnation très forte, hein, mais bon, là, le bouddhisme est, enfin, par son syncrétisme avec le shintoïsme, il est majoritaire dans le pays. Donc, c'est normal que ça se traduise juridiquement. Alors qu'en Inde, vu que le bouddhisme reste minoritaire, bah, ça se traduit pas juridiquement, justement. Alors, si on veut étendre un peu plus le sujet, je vous ai dit qu'il y avait des implications juridiques, politiques, économiques, des implications diverses. Si on s'attarde un peu plus sur ces questions-là, Guillaume, quelles sont les implications juridiques et sociologiques de cette question du parricide? Alors, tout à fait. On ne peut pas aborder, je pense, les implications juridiques si on ne voit pas les implications sociologiques. Et à Rome, alors c'est très classique, hein, puisqu'on en a hérité pendant très longtemps, hein, jusqu'au XXe siècle, on avait l'autorité paternelle. C'était le père qui décidait dans la famille. Aujourd'hui, on a abandonné cette vision, puisqu'on a l'autorité parentale, hein, partagée, à égalité entre le père et la mère. Mais pendant très longtemps, on avait cet ascendant de la figure paternelle. Et cet ascendant de la figure paternelle, où est-ce qu'il faut le chercher? Il faut le chercher dans l'Antiquité et plus précisément dans la société romaine. Sachant que, je t'interromps vite fait, mais dans la société romaine, le père avait un droit de vie de mort, hein, sur les enfants. Justement, j'allais en parler. En fait, à Rome, comment se traduit l'autorité de la figure paternelle par une expression juridique qui est très connue, qui est la patria potestas, c'est-à-dire la puissance du père, la puissance paternelle. Et cette puissance paternelle, c'est une entrave pour le fils, elle est très gênante, et elle a été tellement développée à certains moments qu'il y avait justement ce à quoi tu as fait allusion, c'est-à-dire la vitae nequisque potestas, c'est-à-dire le droit de vie et de mort du père de famille sur son enfant. Alors bien sûr, après ça a été atténué, etc. Mais ça prenait différentes expressions, et même dès la naissance d'un enfant, il y avait la possibilité pour le père en fait, d'exposer le bébé, si le bébé par exemple naissait difforme, etc. On l'abandonnait notamment sur un tas de détritus, etc. Donc il y avait vraiment un droit de vie et de mort dès la naissance qui se poursuivait ensuite. Et il y a plusieurs exemples en fait, qu'on retrouve dans la littérature romaine de pères qui sont d'une sévérité très, très, très importante, en fait, de pères qui mettent à mort leur fils, quand bien même leur fils aurait, par exemple, des fonctions importantes, serait un homme politique ou un soldat réputé. Il y a des exemples comme ça qui existent. Donc on a ce facteur-là juridique de la patria potestas, et corrélativement, on parle en fait de la capacité, c'est la question de la capacité juridique. Et la capacité juridique du fils, à l'instar de celle de l'esclave, dans le monde romain, elle est tout à fait limitée. C'est-à-dire que le fils peut avoir, par exemple, un pécule, pour avoir une petite somme d'argent qu'il peut utiliser, mais il dépend véritablement de la figure paternelle. Donc le père demeure vraiment une entrave véritablement à l'émancipation, à l'autonomie du fils de famille, qui à cet égard-là est presque un allié non naturel ou objectif de l'esclave, dans la maisonnée, dans l'ordre domestique. Comment ça se traduit d'un point de vue sociologique, en fait, ces données juridiques? Ça se traduit en fait d'abord par un rejet univoque du parricide. Dans la société romaine, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment monstrueux. Ça fait partie des crimes les plus abominables. Tu nous parlais aussi en off en fait, des crimes les plus abominables qu'on retrouve dans le bouddhisme. Eh bien, à Rome également, le parricide est vraiment vu comme quelque chose de monstrueux, quelque chose de prodigieux, quelque chose qui est inimaginable. Et donc à cet égard, il y a une méfiance en fait, qui s'est développée à l'égard de toute la jeunesse à Rome. Il y a des exemples, en fait, à la fin de la République. Ça commence vraiment à la fin de la République, cette vision, parce que il y a, par exemple, l'exemple de la conjuration de Catilina, qui est réprimée par Cicéron, la jeunesse qui veut renverser l'autorité pour prendre le pouvoir à sa place à Rome. On a, en fait, des topoi, en fait, des lieux communs à l'époque qui se développent autour du mode de vie licencieux, de libidineux, de la cupidité de la jeunesse, en fait, un mode de vie finalement dépravé, qui aurait pour effet, in fine, en fait, qui aurait pour conséquence logique, pour conséquence naturelle,
que finalement, ces enfants-là, qui soient déjà dans un mode de vie dépravé, n'aient plus rien à perdre, et en viennent à tuer en fait leur père. Donc, conséquence naturelle de cet élément-là. Et puis, donc, on a une jeunesse désœuvrée, en fait, au vu des Romains, mais ça, en fait, c'est quelque chose comment dire, qui n'est pas propre à Rome, hein. Je veux dire, il y a toujours ce conflit, cette tension entre les générations qui existe toujours. Les plus anciens qui ne comprennent pas le mode de vie des plus jeunes, ça n'est pas spécifique à Rome, hein, ça existe encore de nos jours. Donc il y a ces deux premiers aspects-là qui sont à prendre en compte, et puis après il y a d'autres aspects sur lesquels on revient. Ça rejoint assez largement ce que disait Mathilde. C'est vrai que dans la mythologie hindoue, il n'y a pas de mythe proche d'Oedipe, mais l'une des interprétations donc, du mythe de Ganesh, c'est cette rivalité intergénérationnelle. Et ça rejoint beaucoup ce que Guillaume disait, le fait que même s'il n'y a pas de meurtre à proprement parler, il y a cette incompréhension entre la jeunesse et, on va dire, les ascendants qui se manifestent pas de manière juridique, hein, par une aggravation quelconque, mais qui existent aussi dans la société hindoue. Alors, est-ce que tu pourrais parce que c'est vrai que autant le droit romain est assez connu, autant, le droit romain, la société romaine est assez connue, autant le système des castes hindou, il est assez méconnu. Alors, je vais te donner la parole, il y a juste une question dans le chat. Il y a une question dans le chat sur Rome. Si le parricide est si fermement condamné, qu'en est-il du fratricide? Étant donné que Rome est fondée sur un fratricide dans la légende, est-il plus accepté? Alors, il n'y a pas de condamnation juridique en fait aussi forte, parce que tout à l'heure je parlais de la Lex Pompeia en fait qui fait une liste finalement de parricides, de cas de parricide. Le fratricide n'a pas donné lieu en fait à une conceptualisation comme l'a fait le parricide. Et il est compris en fait, je dirais, plus largement dans ce meurtre dans le cercle familial qu'est le parricide. Donc en fait, c'est le parricide. Le parricide, effectivement, l'exemple le plus connu, c'est le meurtre d'un ascendant, le père. Il y a aussi la mère. Donc il y a des exemples en fait qu'on retrouve. Le fratricide, effectivement, il y a cet exemple avec Romulus et Rémus. On pourrait se dire qu'avec cet exemple-là, ce qui assure la fondation de Rome, il y aurait une espèce d'atténuation, de compréhension. Mais c'est quand même compris dans la liste de tout ce qui rentre dans le parricide. Simplement, voilà, ça reste un crime compris comme un parricide, ça reste puni, mais il n'y a pas cette aggravation qu'on pourrait retrouver pour le parricide, c'est-à-dire le meurtre de l'ascendant stricto sensu. Mais ça figure en fait dans cette liste. Mais tout simplement parce que, comme tu disais, hein, le parricide est un concept, est un crime familial en fait. Hein. Mais je pense que ce qui va changer les choses, c'est que le parricide, en fait, c'est tuer quelqu'un qui a une autorité supérieure à la nôtre. En fratricide, ça reste des frères et qui, normalement, sont en pied d'égalité. En fait, hein. Il y a une rivalité familiale qu'ils peuvent avoir, mais ils sont égaux. Alors qu'un enfant qui tue son père, il tue forcément quelqu'un qui est dans une position supérieure. Mm-hmm. C'est comme le fait de tuer, je sais pas, un homme politique ou quelqu'un qui est, d'un point de vue hiérarchique, socialement, dans une position plus élevée que la nôtre. C'est toujours beaucoup moins bien accepté. Alors que bon, c'est triste, mais quand on tue des égaux, ça reste un homicide, on s'arrête là. Et d'ailleurs, le droit a souvent fait l'amalgame entre le parricide, on va dire réel, tuer vraiment son père, et le parricide au sens du régicide. C'est-à-dire que le fait de tuer le roi était assimilé au fait de tuer le père. Et on voit bien que c'est le fait de renverser aussi l'autorité qui va conduire à particulariser à la fois le crime et la sanction, parce que tu n'as pas parlé de la sanction, mais on parlerait plus tard. On va en parler. Ce sont des sanctions qui sont particulièrement infamantes dans ces cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça devient un crime politique. En fait, hein. Le parricide n'est pas seulement le crime familial, donc qu'on pourrait estimer dans les sphères privées. Ça devient un crime. Si on est capable de tuer notre père, on est capable de tuer n'importe qui, en fait. C'est un peu ça l'idée. Oui. On est capable de tuer le roi, qui est un peu le père de tous les sujets, qui a cette, on va dire, position paternaliste par rapport à la nation. Et cet amalgame fait que, dans la société occidentale, c'est aussi grave. Et c'est vrai que tout à l'heure, on va y venir sur la répression, mais bon, la répression est à la hauteur du crime, pour le coup.
Simplement juste pour terminer, pour revenir en fait sur la question, parce que c'est vrai que j'ai inclus en fait le fratricide dans la liste dont j'ai parlé du parricide. Il n'est pas inclus dans la liste, mais pourquoi est-ce que je l'ai inclus? Enfin, après c'est une question d'interprétation, mais si on regarde par exemple les cousins-cousines qui sont inclus dans la liste, on pourrait se dire qu'il y a toujours cette histoire d'égalité, de rivalité. Les oncles et tantes, est-ce qu'il y a vraiment une autorité des oncles et tantes? Non, finalement, de ce point de vue-là, en tout cas pas d'autorité juridique. Donc on peut inclure le fratricide en fait dans ce cercle familial élargi, tout simplement, juste pour préciser ma pensée. Mais la question qui peut se poser aussi, par rapport à la question, finalement, Rémus et Romulus, ils ont le même âge. Est-ce que c'est tout à fait la même chose de tuer son frère qui a le même âge que de tuer son frère aîné? Bah, Tiens, Et c'est une bonne question. Qui est le Bien premier sûr, dans la... tout à fait. dans Qui est l'héritage. hiérarchiquement, Ouais, qui est le... Là, on rentre dans une subtilité supplémentaire. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce que, alors autant ce n'est pas condamné dans la mythologie au sens propre, autant d'un point de vue biblique, l'homicide est né avec un fratricide. C'est Caïn et Abel. Dans la Genèse, Caïn tue Abel pour une simple histoire de rivalité. Hein. Les deux essaient de plaire à Dieu. Il y a Abel qui plaît davantage à Dieu, donc Caïn est jaloux, donc du Père, hein, Dieu, le Père, encore une fois. Les deux essaient d'avoir les grâces du Père. Caïn tue, et en fait, il devient le premier homicide, hein, le premier meurtrier. Et c'est vrai qu'il est marqué d'un sceau hein, qui le distingue des autres hommes parce qu'il a tué son frère. Et là, pour le coup, c'est son jeune frère qu'il a tué, hein, donc qui est censé être plus vulnérable. Donc, autant la mythologie romaine et l'histoire romaine ne condamnaient pas particulièrement, autant d'un point de vue religieux, en tout cas dans la religion chrétienne, le fratricide est quelque chose de fondateur. Hein. C'est la naissance du meurtre, quoi. Donc, ça a des implications sur notre conception du droit également. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je reprends donc ma question à Mathilde pour le coup. Je lui demandais d'expliquer un peu le système de caste hindou et surtout cette hiérarchie sociale qui peut surprendre le monde occidental, hein, où on prône la liberté, l'ascension sociale. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors en Inde, on a un système de castes avec donc tout en haut la caste des brahmanes et puis on a même ceux qui sont hors caste, hein, souvent par rapidité on les inclut dedans, mais les intouchables, eux, ils sont hors caste. Hein. Les intouchables, ça va être toutes les personnes qui vont tuer les animaux, récolter les ordures, nettoyer les latrines, etc. Dans ce système-là, chacune des castes fonctionne, on va dire, en huis clos, on se marie dans sa caste, on évolue dans sa caste, etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un concept en Inde qui est celui du dharma, hein, réaliser son destin, et on peut penser que ce destin est figé. Alors, ça... c'est une conception, on va dire, qui s'est un petit peu cristallisée, mais on se rend compte en lisant les textes indiens que finalement, au départ, c'était moins sclérosé que cela, puisqu'il y a un autre concept qui est celui du svadharma. Le svadharma, c'est le fait de réaliser ce pourquoi on est fait. Et si ce pourquoi on est fait, c'est de sortir de sa caste pour réaliser son destin, on est censé pouvoir le faire. Cependant, d'un point de vue sociologique, chaque caste, et particulièrement les castes supérieures, ont cherché à verrouiller le système pour éviter justement ces ascensions des castes inférieures vers les castes supérieures. Donc on a un système qui est très hiérarchisé. Et pour revenir aussi sur, on va dire, ces mythes fondateurs sur la question de qu'est-ce qui va tenir la société, au sein de ces castes, donc on se marie, finalement on fait des enfants au sein de sa caste, la question de la reproduction, elle est tout à fait essentielle. Et si on revient au mythe de Ganesh, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement Ganesh, il ne cherche pas à s'approprier le corps de sa mère, mais en plus, en fait, il va le protéger jusqu'au bout. Et là, on peut se dire que finalement,
on a Parvati qui vient d'avoir un fils, bon, ce fils est déjà adulte, mais il vient quand même tout juste d'arriver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il protège le corps de sa mère de la présence de son père. Et on peut donc se dire que finalement, il va mettre un frein à la fonction de procréation de son père, parce que dans pas mal de sociétés traditionnelles, tant que la femme allaite, finalement, elle n'est pas censée se reproduire. D'abord parce que ça peut être extrêmement dangereux, on est dans un système où la mortalité infantile, etc., est très importante. Et on se rend compte qu'à l'inverse, tout ce qui a trait aux crimes relatifs à la procréation en Inde est très sévèrement puni, et depuis très longtemps. C'est-à-dire que non seulement on va condamner eh bien, le fait d'avorter, ce que l'on retrouve, mais aussi, par exemple, le fait de provoquer l'avortement de quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez une jeune bru qui vient de se marier, vous êtes la méchante belle-mère, vous n'aimez pas votre belle-fille, vous essayez de provoquer son avortement, on va vous condamner. Ça, c'est répréhensible. Le fait de tuer les jeunes enfants, c'est répréhensible aussi, avec au départ pas de distinction entre les hommes et les femmes, les garçons et les petites filles, mais avec le système de dot, évidemment, ça a été un peu dévoyé. On protège surtout les garçons. Alors, du coup, et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question-là. Déjà, l'Inde fonctionne sur un système de caste, donc le noyau familial est moins important, en fait, parce qu'il s'inscrit dans une caste, donc finalement, le fils et le père appartiennent à la même caste. Donc, en termes de hiérarchie, on n'est pas tout à fait sur les mêmes rapports. Et surtout, si on reste sur cette idée d'interdit universel, en Occident, on a cette idée selon laquelle le parricide est très grave, bon, l'infanticide aussi, mais l'interdit majeur qui primerait donc dans le droit hindou, c'est l'interdit qui porte atteinte à la procréation, en fait. Donc, c'est une autre forme d'interdit, mais qui prend racine encore dans la mythologie, comme tu l'as dit. Et comme ils n'ont pas un mythe semblable à celui d'Oedipe, en fait, la société s'est adaptée pour créer des interdits basés sur les histoires qu'ils connaissent, tout simplement. Et en Inde, il y a tout un érotisme qui est divinisé avec des cultes spécifiques qui concernent le phallus et le vagin, le linga et le yoni. Donc on va adorer des phallus en pierre, on va adorer des reproductions de vagin, et les temples sont pleins de sculptures où des gens ont des rapports sexuels entre eux. Ce qui fait sens avec cette importance de la procréation, en fait. Ce qu'on retrouve aussi au Japon, dans le Shinto, il y a ce genre de culte aussi qu'on retrouve. De la fertilité. La fertilité, oui. Tout à fait. Puis il y a une chose dont tu parlais, en fait, que tu as simplement évoqué sur les intouchables. Donc tu parlais notamment de ceux qui se rendent coupables de tuer un animal, c'est ça, je crois, Oui. qui sont mis à l'écart de la société. C'est-à-dire que si on est bouché, par exemple, Oui. et donc qu'on fait couler le Oui. sang, on n'applique pas le principe de ahimsa, la non-violence, et donc on rentre aussi dans cette caste-là. D'accord, comme les bourreaux dans la société occidentale à un moment donné, parce que justement à Rome, en fait, c'est en tout cas à l'époque archaïque. Tout à l'heure, je faisais référence à cette formule en fait de l'époque de Numa Pompilius, quand on disait que celui qui a tué un homme libre, donc si on tuait un esclave, c'était moins grave, il y avait un dédommagement pécuniaire, mais c'était pas un homicide. Quand on disait qu'il était parricide, qu'on le déclarait parricide, ça veut dire que comme à l'époque, on le considérait même comme sacer, c'est-à-dire qu'on pouvait le tuer librement sans autre forme de procès. Donc il y a un peu cette histoire aussi de mettre la personne, de la rejeter en fait. Il se met lui-même hors de la société. Du coup, il est plus protégé par la société. Il y a cette dimension religieuse qu'on retrouve beaucoup dans la répression, qu'on verra peut-être après. Dans le Alors, justement, avant de passer à la répression, Guillaume, est-ce que si on parle de parricide, notamment en droit romain, est-ce que ça a des implications économiques et politiques? Oui, est-ce que c'était grave aussi de ce côté-là? Alors, là encore, il y a des lieux communs, et là encore, il y a des réalités. C'est-à-dire que ce qu'on voit le mieux quand on parle du parricide à Rome, l'un des aspects qui est le plus mis en avant, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire que, pourquoi? Si on regarde le père, si on regarde la façon dont fonctionne la société romaine, très classiquement, c'est une société patriarcale. Donc c'est une société qui fonctionne sur la reproduction, en fait, dans l'ordre domestique, de ce qui se fait dans l'ordre politique. Et il y a cette fameuse formule qu'on connaît de Cicéron, qui fait de la République, la famille, la pépinière de la République. Donc la famille est la base de la République, et le père, les familles sont dans l'ordre domestique une petite reproduction de l'ordre politique romain.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dès les origines de la République romaine. Si on regarde le Sénat, par exemple, le Sénat, ce sont les pairs conscrits. C'est l'autorité des pairs conscrits qu'on retrouve à travers le Sénat. Donc, on a cette idée, cette forte symbolique de la figure paternelle également dans l'ordre politique. Et c'est quelque chose qui va se développer encore un peu plus. Tout à l'heure, tu parlais notamment en fait, du régicide, on évoquait le régicide. C'est quelque chose qui se développe en fait, à partir de la fin de la République. Donc, par exemple, les auteurs font du meurtre de César parfois un parricide. Parce que on a certains hommes politiques qui prennent un ascendant à partir de cette époque, ça va devenir plus prégnant sous l'Empire, mais qui sont des pères de la patrie. Par exemple, lorsque Cicéron réprime cette fameuse conjuration de Catilina dont je faisais mention tout à l'heure, il va prendre le titre de père de la patrie. Les empereurs également vont prendre parfois ce titre de père de la patrie. Donc, forcément, on a un transfert en fait, qui se fait de l'autorité paternelle depuis l'ordre domestique vers l'ordre politique. Inversement de ce qui s'était déjà fait à la base, c'est-à-dire un transfert de l'ordre politique vers l'ordre domestique. Donc forcément, déjà, il y a ce premier aspect qui est l'aspect politique et qui va en fait percer véritablement dans l'Occident ensuite médiéval, le régicide, le roi, c'est également le père de la nation, quelque part, à la fin de l'Ancien Régime. Donc on a cet élément-là. Et puis on a un deuxième facteur, outre le facteur politique, qui est effectivement le facteur économique. Et là encore, donc il y a des lieux communs, on pourrait se dire que finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, notamment dans les figures de la rhétorique de l'époque romaine. Le fils de famille qui veut se débarrasser de son père, parce qu'il y a cette entrave dans l'accès au patrimoine, en fait. Le patrimoine, il est détenu par le père, il le conserve jalousement, il ne veut pas le donner au fils, ou alors il le partage de façon très parcimonieuse avec le fils. Le fils, il a ce pécule auquel je faisais référence tout à l'heure, qu'il assimile en fait à l'esclave, parce que l'esclave aussi peut avoir ce pécule. Mais c'est pas qu'un lieu commun, parce qu'en fait, on a la trace dans les sources juridiques d'un senatus consulte au début des années 70 de notre ère, qui s'appelle le senatus consulte macédonien, du nom d'un certain Macédo, donc d'un fils de famille, en fait, qui avait assassiné son père parce qu'il était endetté, et pour pouvoir payer en fait ses dettes, il avait assassiné son père pour récupérer le patrimoine. Et en fait, on a quand même la certitude à travers ce senatus consulte, à travers cette source juridique, que les Romains ont trouvé le cas suffisamment important pour organiser derrière une répression, une organisation juridique de ce cas, et pour interdire en fait à des créanciers, des requins, on va dire, si on emploie des termes actuels, d'espérer ce qu'on appellerait aujourd'hui un votum mortis dans l'ordre successoral, c'est-à-dire d'attendre la mort du père pour régler les dettes du fils. Donc effectivement, il y a ces deux éléments-là qui correspondent dans l'ordre romain et qui sont eux-mêmes d'ailleurs liés et qui expliquent, si on regarde en fait un petit peu cette époque, que finalement, si on prend par exemple le facteur économique, déjà, ça élimine beaucoup, à l'époque, ça élimine une bonne partie de la population, puisque pour avoir un patrimoine, déjà, il faut appartenir aux couches supérieures, il faut faire partie de l'aristocratie. Donc déjà, on peut se dire que le parricide, du point de vue du facteur économique, est strictement limité à une petite partie de la population, celle qui possède un patrimoine, déjà. Donc déjà, on a cet élément-là à éliminer. Et puis, on a un deuxième... d'autres éléments, en fait, desquels il faut tenir compte, c'est que on a tendance, dans les sources littéraires notamment, beaucoup plus que dans les sources juridiques qui sont peut-être plus mesurées, plus pondérées, à exagérer la portée du parricide. Et encore aujourd'hui, on a tendance à exagérer peut-être cette portée du parricide à travers son histoire. C'est-à-dire qu'on a tendance à en faire quelque chose de récurrent, etc. Et si on regarde certaines sources littéraires de l'époque, même par exemple Sénèque le Jeune, le philosophe, quand on regarde ce qu'ils disent, on se dit que le parricide, c'est quelque chose de très courant. Mais en fait, ce n'était pas quelque chose de courant du tout, parce qu'il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est l'espérance de vie. Et il y a des spécialistes en fait, de l'Antiquité qui ont mis les chiffres en évidence et qui ont dit que, par exemple, à l'âge de 20 ans, au début de la vingtaine, déjà les 2/3 des fils romains avaient perdu leur père. À l'âge de 30 ans, ça passe à 80%. Et à l'âge de 40 ans, ça passe à 95%. C'est-à-dire que la plupart du temps, le père de famille... l'occasion de tuer leur père. Donc en fait, si on prend les statistiques et qu'on fait le cumul du facteur économique et de l'espérance de vie, il faut vraiment nuancer, il faut énormément nuancer en fait, l'idée d'un crime qui serait tout à fait récurrent dans l'ordre romain. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et comme c'est exceptionnel, justement, c'est vu comme d'autant plus monstrueux. Et du coup, Mathilde, est-ce que dans tes recherches, est-ce que ça arrive? Parce que c'est vrai qu'on parle de punition, on dit à quel point c'est monstrueux.
ou pas dans les sociétés. Mais est-ce que ça arrive souvent en Inde? Ou est-ce qu'il y aurait des raisons? Parce qu'autant, comme Guillaume l'a dit, en droit romain, cette emprise du père et cette question patrimoniale pouvait pousser les jeunes à vouloir tuer leur père. Est-ce que dans la société hindoue, il y aurait des éléments qui pourraient pousser les enfants à vouloir tuer leur père? Est-ce qu'il y aurait un avantage à le faire? Est-ce que ça arrive souvent? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, quand on regarde la presse, c'est vraiment traité de manière très marginale. C'est-à-dire que nous, par exemple, si on a un parricide, dans le titre, on va avoir parricide, il a tué son père, etc. Bien sûr. En Inde, même dans la presse contemporaine, finalement, l'élément père-fils, parce que c'est très souvent père-fils et rarement père-fille, arrive dans le corps du texte. Finalement, c'est pas quelque chose qui est mis en évidence. L'élément économique au sein de la famille qui va déclencher des meurtres en Inde, c'est la dot. C'est pas finalement tant cette question d'héritage du père vers le fils, c'est la dot, au point où on a des dispositions du code pénal qui viennent réprimer le meurtre de la femme que l'on a épousée plus durement si ce meurtre s'est déroulé pendant 10 ou 12 ans après le mariage. Parce que dans ce cas-là, on va avoir une sorte de présomption qui vient dire on s'est marié uniquement pour la dot, pour récupérer la dot, et on veut se débarrasser de l'épouse le plus rapidement possible. Et donc, on est venu légiférer de façon tout à fait spécifique pour empêcher les meurtres de dot en Inde. Donc, du point de vue économique... La tension patrimoniale n'est pas du tout la même. Exactement. Le degré est différent, en fait. Si on synthétise, en fait, en Inde, ça sera plutôt matrimonial, et en Occident, ça sera plutôt patrimonial, finalement. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait toujours les gros titres. Hein, et je me rappelle, alors j'étais assez jeune, au Brésil, il y a eu une affaire qui a été explosive, et c'était une question patrimoniale d'ailleurs. Hein. C'était une fille, comme quoi les filles aussi, qui s'est mis d'accord avec son copain de l'époque pour tuer ses deux parents dans leur sommeil. Et c'était pour l'héritage, en fait. Hein. C'était pour l'héritage. Et alors, ça remet une couche, en fait, sur le meurtre en lui-même. Ça s'est fait à coups de marteau. Donc, vraiment, la totale, hein, violence, barbarie, une question d'argent, au final, hein, d'héritage. Et je sais, on en a parlé pendant plus d'1 an. Ça revenait souvent. Et récemment, elle est sortie de prison. Comme quoi, la perpétuité, c'est un mythe. Hein. Elle est sortie de prison récemment. Ils ont fait un film sur ce qui s'est passé pour dire que même après toutes ces années, donc ça doit faire 15 ans, 20 ans, hein, ça a encore marqué la société brésilienne parce que c'était choquant et inimaginable que ça puisse arriver. Donc, mais c'était pour une histoire vraiment d'héritage patrimonial, donc ça illustre très bien ce que Guillaume disait. Comme quoi, on ne peut pas dire que le crime ne paie pas, hein, finalement. Du coup, du coup, c'est vrai que même aujourd'hui, cette question-là est pas du tout traitée de manière marginale, hein, contrairement à la société hindoue où, certes, c'est un fait divers, hein, bon, quelqu'un est condamné à une peine parce qu'il a tué, mais c'est tout. Alors que vraiment, tout ce qui a trait à la dot, on a le cas aussi de ces pères qui cherchent à tuer leur fille. Alors, jeune, ça, maintenant, on connaît, mais aussi au moment du mariage, avec pour ne pas avoir à payer la dot, où on défigure les femmes à coups de vitriol, etc. Et justement, pour ne pas payer cette dot. Donc, le problème économique se déplace vers les filles, plutôt en Inde. Tout à fait. En fait, si on compare, là encore, notre synthèse, c'est que finalement, chez nous, c'est le père, et en Inde, ce sera plutôt la mère, puisqu'il y a la dot, et puis il y a les considérations de filiation à travers la mère aussi. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment deux ils sont presque opposés, en fait, deux systèmes de valeurs qui sont très différents et qui vont dans deux sens opposés, en fait. Alors, le mot de la fin, j'ai gardé cette partie un peu scabreuse pour la fin, histoire de répression. Alors, on a un peu teasé tout au long de l'émission, on a dit que les punitions étaient très inventives, c'est le mot qu'on puisse dire. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a tué, imaginons, on a tué le père, qu'est-ce qui se passe?
c'est tout à fait particulier. En général, ça intéresse beaucoup les gens qui en prennent conscience, en fait, on parle de cette peine. Il y a dans le système romain une peine en fait, qui a été appliquée. Alors là encore, on a du mal à savoir quelle est l'origine historique exactement. C'est-à-dire qu'on sait que ça a été fixé à la fin de la République. Certains disent que ça daterait du 3e ou du 2e siècle avant notre ère, mais dans la Lex Pompeia à laquelle je faisais référence, on a cette peine. Cette peine, c'est la peine du sac. Et la peine du sac, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la condamnation donc, de celui qui est convaincu de parricide. On l'enferme dans un sac. Alors, il y a toute une procédure dont je ne vais pas forcément parler, mais qui est très lourde et qui reflète en fait un élément religieux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que notamment on va flageller le parricide, on va le promener en fait sur un char tiré par des bœufs, on va lui fixer en fait au pied des sandales de bois pour que lui-même ne touche pas le sol en fait avec ses pieds, pour qu'il ne foule pas le sol avec ses pieds. Donc on essaie vraiment déjà dès avant la peine de l'expulser du monde des vivants. Et dans la peine elle-même, dans le sac, on l'expulse du monde des vivants, puisqu'en fait on le coud dans un sac vivant, avec 4 animaux. Il y a un chien, il y a un coq, il y a un serpent, et puis il y a un singe. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend 4 animaux comme ça ? C'est pas quelque chose qui est aléatoire. Alors d'abord, il y a un élément pragmatique, c'est d'abord faire souffrir le condamné. Hein. Il est condamné vivant à finalement être tourmenté par ces animaux qui ont déjà une propension à se battre entre eux. Alors certains, je ne vais pas aller sur cette piste-là, mais certains en fait ont dit qu'il y avait presque une propension d'ordalie, puisqu'en fait finalement il est vivant, et donc il pourrait théoriquement s'en sortir vivant, mais bon, l'ordalie c'est médiéval, donc on va rester sur ce qui est proprement romain. Et pourquoi ces animaux-là ? Parce que en fait il y a une dimension symbolique et je dirais même religieuse, c'est-à-dire que il symbolise, outre l'aspect pragmatique, en fait, il symbolise les divinités chtoniennes, c'est-à-dire les divinités infernales. Donc, ces animaux-là vont venir tourmenter le criminel durant sa vie, durant ses derniers instants, mais ils sont censés en fait le tourmenter aussi dans sa vie après la mort, en fait, voilà, dans l'au-delà. Donc, il y a cette dimension religieuse qui est très importante. Qu'on retrouve à travers la peine du sac. Alors, il y a eu des peines alternatives, hein. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelait la quae et igni interdictio, c'est-à-dire le bannissement, la peine de l'eau et du feu. Il y a eu le fait de jeter aussi, alors ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement la même chose, jeter le condamné aux bêtes, le condamné à être dévoré vivant dans l'arène. Mais on a vraiment cet élément-là qui est tout à fait particulier, qui a fait parler, je dirais, beaucoup la romanistique, parce que c'est vraiment une peine tout à fait singulière, hein, tout à fait exceptionnelle. Et en fait, il y a 2 grandes écoles sur la considération de cette peine du sac. Est-ce qu'on en revient à des considérations pragmatiques du droit pénal ? Est-ce que c'est pour intimider ceux qui auraient comme idée en fait, de commettre un parricide ? Donc en disant, bon, vous avez une peine particulièrement impressionnante, donc c'est pour... Est-ce que c'est dissuasif ? Voilà, c'est dissuasif. Est-ce que c'est dissuasif ? Ou est-ce qu'il y a cette vraie dimension religieuse qu'on retrouve, selon certains romanistes, c'est-à-dire qu'on expulse le condamné du monde des vivants à travers le sac. Voilà, donc il y a cette distinction, et c'est vrai que quand on regarde le système romain, on pourrait avoir tendance à pencher pour la première solution, mais quand on regarde la manière dont est traité le parricide encore à la fin de la République, voire sous l'Empire, on peut se dire que comme c'est une peine qui est vue d'une façon monstrueuse, la deuxième possibilité est possible. Toujours est-il en fait que cette peine existait encore en pleine ère chrétienne. Par exemple, Constantin va restaurer cette peine. Donc on peut se dire, est-ce que c'est vraiment religieux ou est-ce que c'est simplement qu'à l'époque de Constantin, on garde des éléments du paganisme ? Est-ce que c'est purement dissuasif ? Les débats sont ouverts, si j'ose dire, ça sera aux téléspectateurs de se faire leur idée. Mais voilà, c'est tout à fait singulier et en général, ça passionne les foules comme type de peine. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, et on arrive à la conclusion de cette émission sur le parricide, il y a plusieurs manières de concevoir le parricide. Vous avez vu un peu le regard du droit romain qui a largement influencé notre conception en France. Vous avez pu voir le regard porté par le droit hindou, par la mythologie hindoue, qui marque un contraste quand même assez fort avec notre conception des choses. En tout cas, le parricide est un sujet qui est assez riche et qui passionne les foules parce que c'est vrai qu'il y a une symbolique derrière qui nous interroge. Est-ce que c'est naturel ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est contre nature, mais dans la nature, en fait, les conflits
on va dire, parents-enfants, si j'ose dire, hein, sont très courants et ça se termine souvent par l'un qui tue l'autre, hein. Dans une meute, c'est le fils qui parfois remplace le père vieillissant, etc. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le parricide n'est pas tout à fait un interdit universel, mais qu'il est chargé d'une symbolique très forte. Et c'est vrai que les débats sont très nombreux là-dessus. J'en profite, alors c'est Mathilde qui nous a apporté pour faire la promotion d'un bouquin, donc considérant Revue du droit imaginé, et qui traite principalement du parricide. Alors Mathilde, si tu peux le présenter rapidement. Si jamais vous souhaitez approfondir vos connaissances et la thématique du parricide, je pense que c'est une bonne idée. Alors, c'est une revue qui est dirigée par Nicolas Barreit et Damien Conil. Et ce numéro 4 est spécifiquement dédié à la question de tuer le père. C'est comme ça qu'il s'intitule. Et donc, on a vraiment le parricide qui est étudié sous divers angles. Le parricide à Rome, le parricide en Inde, mais aussi, par exemple, le parricide dans Star Wars ou le parricide dans la série du Baron Noir. Donc je pense que dedans, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut montrer encore une fois au cas où. Mais c'est vrai que c'est un peu... Ça rejoint en fait le but de l'émission, hein, qui est en même temps de présenter le droit, mais de le présenter sous différents regards, avec des choses auxquelles on n'est pas habitué en fait, hein. Et c'est une manière comme une autre de dépoussiérer en fait la matière juridique, de montrer qu'en fait le droit c'est aussi intéressant et on peut faire du droit en parlant de littérature, en parlant de cinéma, en parlant de plein de choses différentes. De séries télé. De séries télé. Et puis on voit que les considérations sont très différentes, parce que là tu parles finalement d'aspects très différents dans le droit à Rome, en Inde, dans Star Wars, dans la fiction. Mais en fait, même la considération qu'on se fait, la représentation qu'on se fait du parricide, elle varie vraiment, parce que d'abord, c'est une question d'interprétation, c'est une question de société. Mais même l'interprétation qu'on peut se faire aujourd'hui des sources, elle est difficile, puisque on est tributaire de ces sources, mais ces sources ont tendance à exagérer. Si on prend Cicéron, en fait, à Rome, qui est notre principale source, puisqu'il a défendu un parricide, alors malheureusement, on ne sait pas ce qu'il est advenu, s'il a été convaincu ou non de parricide, mais il a tendance à beaucoup exagérer en fait, dans sa plaidoirie ce qu'est un parricide, justement pour disculper celui qui était accusé. Donc en fait, à travers les sources, on peut avoir parfois du mal aussi à discerner quelle est la véritable place dans la société. Ou la véritable portée, voilà, la véritable portée du parricide. Tout à fait. Bon, je remercie donc mes deux invités pour leurs interventions très intéressantes et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro de Fabula Iuris. Merci beaucoup.